fois que tu as pris conscience que le système alimentaire aujourd'hui il est toxique, une fois que tu as pris conscience que ce système alimentaire il est archi vulnérable, et ben tu essayes de pondre un système qui soit complètement l'inverse. Théoriquement, un jardin en permaculture, tu as réfléchi à un design, à un plan de conception de ton espace qui vise à réfléchir intelligemment à comment tu vas positionner tous les éléments au sein de son jardin, de telle sorte que tous ces éléments réagissent avec des connexions positives et favorables les uns par rapport aux autres. Tu vois. Je vois par exemple des gens qui viennent au jardin et qui me disent faire de la permaculture parce qu'ils font des buts, ils paillent leur sol, ils font du compost, très bien, c'est du jardinage durable. Mais si par ailleurs, cette personne-là n'a pas un minimum réfléchi dans son quotidien à sa manière de se nourrir, se déplacer, se loger, se chauffer, etc., ça n'est pas la permaculture, quoi. La permaculture doit intégrer aussi tous ces aspects-là de la vie. Et à la base, ce choix de maison de ville, c'était pas le jardin rêvé, hein. Il y avait zéro biodiversité dans ce jardin, et donc jamais à l'époque, je n'imaginais que ce jardin pourrait nous nourrir en légumes, bientôt en fruits. C'est cette contrainte d'espace qui, d'année en année, m'a fait creuser la tête sur les manières d'optimiser les rendements sur de petites surfaces, même en commençant tout petit, et c'est d'ailleurs un des principes de permaculture que de démarrer petit. On peut assez rapidement, en quelques années, avoir de bons résultats encourageants. On est à plus de 400 kg de légumes sur cette surface potagère qui n'a pas évolué finalement depuis 7 ans. 150 mètres carrés, c'est la taille totale du jardin. La surface réellement productive, elle est beaucoup plus petite. J'ai 35 mètres carrés de potager et une quinzaine de mètres carrés de fruits et petits fruits. Je fais aussi de la musique, du sport. Enfin, juste pour dire que finalement un jardin comme celui-ci, qui aujourd'hui nous nourrit à deux, ma compagne et moi, on peut complètement l'envisager en ayant une vie active. En théorie, la première chose à faire dans son jardin, avant même de se lancer, c'est d'observer ces microclimats, les différents éléments du jardin, les vents dominants. Comme seul conseil, j'ai envie de dire, démarrer petit. Mais démarrer. On démarre petit, mais on soigne. Si tu en prends soin, mécaniquement, tu vas avoir des récoltes qui seront de meilleure qualité. Il y a plein de personnes qui ont 1 heure par semaine à consacrer au jardin. Ça ne sert à rien de démarrer sur 30 mètres carrés. Démarrer sur un carré potager, mais faites-le bien. Achetez 2-3 bouquins de base, parce qu'on a quand même la chance aujourd'hui d'avoir une littérature autour de ces thématiques-là qui est fournie. Et puis, il faut y aller, il faut semer. En créant de la production dans nos jardins, on améliore la résilience alimentaire du foyer. Et ça a quelque chose de très rassurant quand même, tu vois, dans un contexte potentiellement compliqué demain, de se dire que on sort de chez nous, on a une certaine forme d'autonomie, pas complète évidemment, mais on a une certaine forme d'autonomie. Ces derniers mois, on a essayé de créer une dynamique à l'échelle de la rue pour gagner justement en résilience. On a proposé, pour commencer, simplement des apéros avec le voisinage, juste pour apprendre à se connaître. On a créé une boîte à échange qu'on a posée sur la rue, dans laquelle je peux mettre mes légumes en surplus, mais ça peut être aussi des bouquins, des vêtements, enfin voilà, ça participe aussi à la création de liens sociaux dans la rue. Je travaille avec les voisins à la question de l'autopartage aussi. On va devoir relocaliser une partie de notre production alimentaire et les villes peuvent participer à cette relocalisation, mais l'autonomie à mes yeux ne se raisonne pas à l'échelle individuelle, mais plus à une échelle plus large qui est celle de la rue ou du quartier. Et maintenant, à vous de jouer!